Alors, le thème de cette table ronde, c'est un petit peu de faire un bilan du poids que les outils, alors on pense en particulier aux outils de gestion, mais pas seulement, on le verra, du poids que les outils ont pris au cours des dernières années dans l'activité des cadres. Le bilan a largement été fait de l'essor des outils de gestion et de l'empire en quelque sorte qu'ils ont acquis sur le travail de chacun et notamment des cadres. Mais ce qu'on voudrait dans cette table ronde, c'est précisément ne pas s'en tenir à ça, ne pas se limiter à confirmer que ce qui est connu en la matière, mais chercher à aller un petit peu plus loin. De quel outillage les cadres, précisément, ont-ils besoin pour accomplir leur mission? Et vous allez voir, en fait, ça va supposer de bien saisir les cadres comme ayant une activité, comme déployant de l'activité. Et si on les considère du point de vue de leur activité, ils n'échappent pas à la règle de n'importe quel travailleur. Il leur faut des instruments pour travailler. Et la question de ce bilan, c'est finalement quels outils les cadres ont-ils aujourd'hui à leur disposition? Qu'est-ce qui est inutile? Qu'est-ce qui est utile dans ces outils? Est-ce qu'il y a des choses qui sont facteurs d'empêchement? De quoi est-ce qu'ils ont besoin? Et donc, est-ce que dans des organisations publiques ou privées, est-ce qu'il y a des réflexions, des constructions, des expérimentations intéressantes pour nos travaux? Donc voilà, c'est ce qu'on va voir dans cette table ronde. Alors, comme on n'est jamais si bien servi que par soi-même, en fait, je me donnerai la parole en premier. Ça m'obligera à faire un petit propos introductif, dont le but sera de poser des constats et des interrogations du côté de la recherche, autrement dit à partir de mon point de vue de sociologue au sein de l'Université Paris-Est-Marne-la-Vallée, du laboratoire technique territoire et société, qui est un laboratoire qui a maintenant un peu plus de 30 ans. Après quoi, je passerai la parole à Séverine Aléonard, qui est directeur Innovation Design Center R&D Europe, et qui, depuis 2000, a développé sa carrière sur des postes très divers de la recherche et développement chez Danone. Alors, si vous mangez régulièrement de l'Activia, du Typhine ou du velouté, eh bien, vous lui devez forcément quelque chose. Mais si jamais vous mangez de la Danette, du Danonino ou du Dagno, également, pas d'inquiétude. Donc, vous la connaissiez sans le savoir, vous la connaîtrez mieux maintenant, et elle vous expliquera qu'elle a véritablement eu à s'impliquer dans les questions alors de charge de travail, de gestion des temps de repos et de mise en place précisément de nouvelles organisations. Donc, elle aura des choses intéressantes à nous dire, ce sera à la base de son témoignage. Et puis après, nous écouterons Frédéric Deschamps. Alors lui, pour sa part, il se situe au sein de la DRH du groupe EDF. Il intervient sur les questions d'organisation du travail, là encore. Et donc, on a un témoignage très complémentaire, je pense, sur la question du soutien à de nouvelles façons de travailler. Or, ça comprend tous les sujets dont vous pouvez entendre parler actuellement, le télétravail, le flex office, les fonctionnements d'équipes responsabilisants. Donc, vous voyez qu'on aura de quoi traiter de questions très, très contemporaines. Alors, je vais commencer par quelques mots sur les perspectives en termes de recherche et donc la façon dont, au vu des recherches, qu'est-ce que l'on sait de la façon dont les outils, notamment les outils de gestion, mais pas seulement, outillent finalement le travail des cadres. Ce que je vais faire, c'est essayer de ne pas rester dans le registre habituel des analyses en sciences sociales qui consacrent beaucoup d'énergie à montrer les contradictions. Tout à l'heure, on parlait des injonctions contradictoires. Si vous faites parler un sociologue, il n'en finira pas de vous parler des injonctions contradictoires dans lesquelles on plonge les malheureux individus et collectifs dans les organisations publiques et privées. Et malheureusement, on aurait du mal à leur dire qu'ils ont complètement tort. Mais ce qu'on va chercher à faire, c'est essayer de pousser davantage pour voir comment on peut mettre à jour
conditions d'initiative en faveur d'outils qui seraient de véritables instruments au service du travail des cadres. Donc j'aurais 2 points, hein, revenir sur les résultats forts de la recherche et puis ouvrir sur les questions des organisations fondées sur l'autonomie. Donc premier point, les travaux de recherche, leurs acquis, les travaux de recherche des dernières années ou même des dernières décennies. En fait, ces travaux livrent des conclusions qui sont assez franches, assez nettes, au sujet des outils de gestion, outils informatiques. Souvent, d'ailleurs, c'est les mêmes. Et souvent, une de leurs caractéristiques, c'est d'être des outils centralisés, voire centralisateurs. Alors, quel bilan on tire de ces outils? Un premier bilan, c'est que, dans le fond, au fil du temps, on a vu que les équipes souffrent pas mal d'avoir des cadres absorbés par le reporting et les réunions. Je pense notamment aux travaux de mon collègue et ami Mathieu de César, qui insiste beaucoup là-dessus. Les outils se sont développés et ils accaparent les cadres d'une certaine manière. Et leurs équipes souffrent d'une chose, c'est que même si c'est un petit peu éventuellement au corps défendant de ces cadres, eh bien, ces cadres sont souvent vus comme finalement trop absents des scènes ordinaires de travail. Alors, c'est reproché personnellement ou non à ces cadres dans les entretiens qu'on peut faire avec les salariés. Toujours est-il que le constat est là, c'est qu'ils sont souvent difficiles à joindre, pas très disponibles pour leur exposer les problèmes pratiques quotidiens, puisqu'ils sont en train de courir d'une réunion à l'autre, et pas toujours très visibles pour apporter des solutions concrètes aux problèmes qu'on leur expose. Et ça a pour effet que le travail est ressenti comme étant finalement pas si managé que ça, et pas si organisé, c'est-à-dire ne recevant pas de réponses et de soutien aux difficultés, des grandes, des petites, qui font vraiment la matérialité du travail. Et d'un autre côté, il est surmanagé, ce travail, puisqu'il y a un pilotage gestionnaire qui ne cesse de lui imposer un certain nombre de procédures, d'outils à utiliser, de reporting à faire, etc. Et donc, d'une certaine manière, l'abstraction s'intercale de plus en plus entre les cadres et leurs équipes, avec des effets qui sont des effets déréalisants, en quelque sorte, plus ou moins bien maîtrisés. Et donc, à partir de là, les cadres eux-mêmes, qu'est-ce que la recherche en dit? Qu'est-ce qu'ils vivent? Qu'est-ce qu'ils en disent? En fait, on a moins de travaux à leur sujet. On a des travaux qui s'efforcent de dire que les cadres sont gagnés par les tendances à la rationalisation, pour ne pas dire à la taylorisation du travail, qui ne concernait initialement uniquement leurs subordonnés. Mais en réalité, on voit bien que c'est d'une problématique de l'activité dont on aurait en fait besoin. De quoi est faite l'activité des cadres? C'est la question qu'il faut se poser pour être capable d'élucider le problème de quels outils les cadres ont-ils besoin. Qu'est-ce qui est difficile dans cette activité et de quel équipement on a besoin pour surmonter ces difficultés et ne pas se laisser vaincre par elles, par ces difficultés. C'est de cette manière qu'on devrait poser la question des outils, et donc notamment des fameux outils de gestion. Est-ce qu'ils facilitent le travail? Est-ce qu'ils encombrent? Est-ce qu'ils détournent? Est-ce qu'ils reconfigurent l'activité? En fait, ça dépend éminemment, il n'y a pas de réponse absolue, ça dépend éminemment de ce qui, en quelque sorte, fait métier chez ces cadres, de ce qui donne de l'assurance et confère du métier. Et les parcours professionnels comptent énormément et dictent énormément de choses dans la façon dont un cadre peut réagir quand on l'interroge sur les outils qui lui sont donnés par son entreprise ou son administration. Et par exemple, je caricature, vous allez voir, je vais rapidement nuancer. Si je suis plutôt de type manager transverse, le pilotage gestionnaire, ça ne me fait pas trop peur, voire c'est là que j'y trouve mon plaisir. Et donc les outils très reporting, par exemple, sont des outils qui me vont très bien.
avec lesquels je suis comme un poisson dans l'eau. Mais si d'un autre côté, je me suis construit du métier d'une autre manière, plutôt en venant des professions que j'encadre désormais, plutôt en étant expert de la technicité qui est désormais pratiquée par mes équipes. Là, éventuellement, je vais devoir déployer pas mal d'énergie pour construire du sens, attribuer des significations à tout cet outillage de gestion qui, à première vue, peut très bien me paraître, pour le coup, d'une abstraction hors de propos. Alors donc, vous voyez deux remarques. La première, c'est que pour proposer des analyses sur ce sujet, il faut commencer d'abord par postuler que le cadre travaille, qu'il a une activité, il a des tâches à exécuter, même si c'est une feuille de route qui est beaucoup moins précise que peut l'être la prescription d'un exécutant, et il déploie une activité pour ce faire. Et à partir de là, deuxième chose, c'est que la question n'est pas l'outillage de gestion, est-ce qu'il est utile ou inutile? La question, c'est pas non plus de savoir si c'est valide pour le seul manager transverse et infondé pour un manager plus métier ou technicien. La question, c'est comment chaque cadre, dans le contexte d'une trajectoire professionnelle qui lui est propre, investit de représentation, de signification le travail qu'on lui a confié et en développe une pratique. Et par conséquent, faut développer l'enquête sur les finalités de son travail, de ce qui est attendu de lui, ce qui est premier. Et là, on peut avoir une multitude de réponses. Pour certains, si on les fait débattre entre eux, pour certains, ce qui est attendu d'abord de lui, c'est d'être, lui ou d'elle, hein, évidemment, c'est d'être impeccable sur les chiffres de, tout à l'heure le vocabulaire a été utilisé dans les témoignages, sur son secteur, ou ce qu'on appelle également son périmètre. Donc pour certains cadres, leur périmètre, leur secteur, il faut qu'il soit propre au niveau des indicateurs de gestion. Et c'est comme ça qu'ils se représenteront leur travail et qu'ils s'assigneront eux-mêmes leurs propres objectifs. D'autres diront que c'est évidemment indispensable, mais que d'abord et avant tout, on les attend comme force de proposition. Et d'autres diront peut-être bien, mais en tout cas, moi, c'est d'abord des équipes que j'encadre, pour les cadres qui encadrent, et donc je suis d'abord force de cohésion de mes équipes. Certains des témoignages de tout à l'heure allaient dans cette direction-là. D'autres diront, moi, le boulot qu'on me confie, c'est de faire en sorte que ça roule, que ça tourne, que la production sorte. Donc vous voyez qu'en fait, il y a mille et une manières, évidemment, qui normalement s'additionnent, mais qui en fait se pondèrent différemment d'un individu à l'autre, sur ce qu'il est attendu de son travail. Et c'est à partir de là qu'on va pouvoir définir le rôle des outils dans tout ça. Et qu'on va pouvoir définir s'il y a une validité particulière de tel ou tel outil et poser des questions au cadre sur ce qu'il ressent de l'outillage qui lui est proposé. Et j'ajouterai une question à ça, qui est de savoir si les cadres peuvent et savent déformer les instruments, les outils qui leur sont confiés pour les réadapter, les réajuster, pour qu'ils servent simultanément les finalités qui leur sont attribuées par les services qui ont conçu ces outils, et d'un autre côté, les finalités que les cadres, eux, valorisent dans leur fonction, autrement dit, la façon dont ils aimeraient mettre ces outils au service de leurs propres convictions et pratiques professionnelles. Et souvent, il me semble que quand les cadres sont malheureux, c'est notamment pas la force même des outils, mais le sentiment du cadre d'être prisonnier d'un outil sans voir d'issue dans la manière dont il pourrait le réajuster, le remettre en conformité avec sa propre représentation du métier. On pourra développer ça, si vous voulez, dans les échanges qu'on pourra avoir à l'issue de cette table ronde. Ça, c'était mon premier point, le bilan des recherches. Vous voyez que c'est un bilan qui m'amène à dire, si on veut dépasser la critique qui a son fondement, mais aussi ses limites, de l'outillage qui accable les équipes et leurs cadres, il faut se mettre dans une perspective qui est celle de l'activité des cadres. Alors, la deuxième question que je voudrais traiter plus rapidement, c'est qu'est-ce qu'on fait de tout ça, de cette réflexion, dans le contexte actuel où on voit fleurir la promesse d'organisation qui donnerait beaucoup plus de place à l'autonomie,
Que deviennent les cadres dans tout ça et que devient la question de l'outillage des cadres. Mes deux autres comparses dans cette table ronde pourront dire des choses plus concrètes que moi et j'espère qu'on aura un peu de temps pour dialoguer à partir de ce qu'ils vous livreront comme éléments très concrets. Ce que je peux dire en attendant, c'est que, à mon goût, je pense que dans tous les débats qui existent actuellement sur ces organisations fondées sur l'autonomie, il y a quelque chose qui n'est pas suffisamment débattu. C'est précisément la place des cadres dans tout ça et ce que devient l'activité de travail des cadres dans ces contextes et de l'outillage dont ils auraient besoin et de savoir ce que cet outillage qui sert le pilotage gestionnaire, ce qu'il va devenir dans ces nouvelles organisations, puisque, comme ça a été dit tout à l'heure, à la limite, dans le cadre de ces débats, parfois on va jusqu'à dire, mais dans le fond, on n'a même pas besoin de cadre. Et puis, si on fait monter en autonomie les équipes, tout va se passer tout seul. Et donc, que fait-on? Est-ce qu'on envoie à la poubelle et les cadres? Alors, les cadres, on ne va pas les envoyer à la poubelle, mais ce qu'on va pouvoir envoyer à la poubelle, c'est l'outillage gestionnaire dont ils se servaient jusqu'à maintenant. Donc, vous voyez, la question mérite d'être posée. Alors, je vais redire une chose que personnellement j'avais déjà eu l'occasion de développer à l'ODC, qui est que on attend désormais beaucoup le cadre, c'est du moins comme ça que c'est dit, sur le mode de l'animateur de communauté, voire du coach de ses collaborateurs. Parfait. Mais quelle activité est-ce que ça recouvre matériellement? Si les cadres sont appelés à devenir des managers de communauté, est-ce que les managers de ces cadres ont suffisamment approfondi la question pour savoir si on est capable d'énoncer ce qu'on attend désormais concrètement d'eux dans le cadre de ces nouvelles organisations? Et à partir de là, quelle activité il va leur falloir déployer aux encadrants? Quelles difficultés concrètes ça va recouvrir? Et donc, de quels outils vont avoir besoin? Et est-ce qu'on a un début d'idée sur la façon dont il faut désormais les outiller, sur ce qui peut, au contraire, les encombrer? Si on fait monter les exigences de ce côté-là, comment est-ce que d'un autre côté, on accompagne avec de l'équipement qui puisse aider à affronter les difficultés de l'activité? Parce que de la difficulté, il va y en avoir. Hein. Tout à l'heure, on avait un témoignage qui nous présentait ça de façon plutôt heureuse et satisfaisante, le fait qu'on avait abandonné la réunion d'équipe où on faisait de la communication descendante et où surtout on montrait qu'on était le chef, pour désormais être un petit peu plus dans de la discussion fréquente, régulière, plus courte, avec les individus et les équipes pour dire finalement qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez développer, de quoi vous avez besoin. Une fois que les gens vous ont livré ça, à vous d'en faire quelque chose et déjà de réagir en situation. Donc les difficultés ne font que commencer pour être capable d'animer. Ça veut dire que déjà il faut écouter. Et donc si on a bien entendu ce qu'Anne-Florence nous disait tout à l'heure, si on considère que certes il y a des qualités personnelles qui doivent intervenir dans l'affaire, mais que d'abord et avant tout il y a des dimensions plus collective de tout cela et une activité qu'il faut mieux comprendre. Finalement, savoir écouter, ça repose sur quoi? Ça repose et comment ça se développe? Comment est-ce qu'on amène les gens à qui on dirait, tu vois bien qu'en fait, là, aujourd'hui, on te place en animateur de communauté, tu cloues le bec trop rapidement à celui qui commence à parler, c'est pas comme ça que tu dois te comporter. Ok, mais donc comment est-ce que on accompagne quelqu'un qui devrait faire ça? Comment est-ce qu'on accompagne les cadres pour être en mesure de ne pas être strictement dans la programmation? Il va falloir se faire confiance, il va falloir, si on accompagne des projets qui ne sont pas venus de là-haut, mais plutôt d'en bas, et dont on ne connaît pas l'issue, il va falloir se faire confiance sur la façon dont on pilote ça. Mais on ne va pas piloter ça simplement avec du flair. On ne va pas piloter ça simplement avec des stages de redynamisation. Il va falloir de l'outillage. De quel outillage a-t-on besoin? Qu'est-ce qui équipe pour être capable de faire ça?
précisément, pour l'instant, on en est au début hein, de ce qu'on serait capable de dire sur ce sujet. Donc, je voudrais terminer sur un tout dernier point qui est que on voit bien que la question de l'outillage du cadre est une question vraiment centrale dans l'évolution de la fonction de manager. Mais ce manager, il est plus que jamais, il sera plus que jamais pris en tension entre deux pôles. D'un côté, et c'est ça qui est peut-être pas suffisamment réaffirmé dans les débats actuels, c'est que le cadre, il est l'incarnation sur place, dans son secteur, sur son périmètre, des logiques d'organisation. Des logiques d'organisation et de la volonté de pilotage central. Parce qu'il faut bien un pilotage central pour s'assurer de la maîtrise, de la cohérence de l'organisation, notamment dans de grandes organisations de services, par exemple, qui sont très distribuées sur le territoire. Et si on donne beaucoup d'autonomie aux différentes unités, on va se réveiller dans quelques temps avec le fait que ça s'est dispersé et que la marque, finalement, couvre une très grande hétérogénéité. Donc, il faut bien du pilotage central et il faut bien s'assurer d'une certaine maîtrise des comportements jusqu'en bas. S'il y a des cadres, c'est parce qu'il faut bien des êtres humains pour être dans un rôle qui consiste de finir d'assurer cette maîtrise. Et ce pôle, c'est lui qui a généré ce surcroît d'outillage centralisé des dernières années, un outillage de contrôle du comportement. Et dans ce cadre, finalement, le manager, il est moins outillé qu'il n'est lui-même un agent de l'outillage du contrôle par le centre. Alors, certains s'y font bien, d'autres s'y font moins bien. En tout cas, dans des organisations fondées sur l'autonomie, il ne me semble pas qu'on va perdre cet enjeu de cohérence des organisations et de nécessité d'un outillage centralisé. Quelle place ça occupera? Et l'autre pôle, ben, c'est que le cadre, en fait, il existe finalement. Alors, évitons d'aller trop vite vers l'animateur de communauté, disons plus largement, animateur d'un ensemble de collaborateurs, de matériel, de clients, de fournisseurs, qui ont leurs objets, leurs propres objets, leurs propres contraintes, leurs propres enjeux, et qui n'entrent pas en coopération spontanément, ou en tout cas qui ne vont pas rester, si on les perd de vue, en coopération éternellement. Donc il faut, pour les membres de cet ensemble-là, assez hétéroclite, recréer en permanence des motifs de coopérer, des moyens pour coopérer. Il faut, sans leur être trop directif, en même temps leur donner des impulsions, il faut les guider. Il me semble que c'est ça, souvent, dans les témoignages de cadres, qui constitue le plaisir du métier de cadre. Et donc, les organisations fondées sur l'autonomie, d'une certaine manière, elles auraient vocation à recréer ce plaisir-là. Mais on est bien dans le co dont nous parlait Pascal tout à l'heure, et notamment la coopération qui n'est pas dictée d'avance et qui peut être compromise par trop d'outillage centralisé. Alors le cadre existe parce que justement, localement, une alchimie n'émerge jamais spontanément au service de cette coopération qui pourtant est la condition des fonctionnements réels. Et à partir de là, il me semble que la question est double. L'outillage proposé par le centre, en quoi peut-il être plutôt qu'une force d'empêchement et qui contrarie tout le monde? Comment est-ce que l'outillage proposé par le centre peut être force de développement? Ça veut dire qu'il doit laisser des latitudes, des marges de manœuvre. Donc là, il y a un paramétrage de l'outil qui n'est pas simple. Et donc notamment force de développement de l'activité que déploie le cadre sur son secteur. Et donc deuxième question, de quel outillage le cadre lui-même peut-il avoir besoin qui serait lié à ses contraintes propres, à ses enjeux propres, et donc qui échapperait à ce que là-haut, au niveau central, on a cherché à concevoir pour lui l'outillage qu'on a à tout prix voulu lui donner. Quelles sont les latitudes données aux managers pour élaborer leurs propres outils qui ne sont pas forcément des outils immédiatement compatibles
avec les outils plus homogénéisants qui sont conçus de façon centrale. Donc voilà, ce sont des questions ouvertes. Ce que je vous propose, c'est en fait qu'on enchaîne immédiatement avec l'intervention que va nous faire Séverine Léonard. Et puis on pourra prendre des questions à ce moment-là, une courte séquence de questions sur nos deux interventions. Après, on écoutera Frédéric Deschamps et puis on aura donc le temps pour une autre vague de questions. Voilà, je vous remercie de votre attention et je passe donc le micro à Séverine Léonard. Alors, bonjour à tous, Séverine Léonard. Je travaille depuis 18 ans chez Danone en recherche et développement. Et en 2013, j'ai rejoint donc une équipe plus spécifiquement en charge en fait de développer les produits laitiers que vous pouvez voir en fait dans vos rayons. Si je suis ici aujourd'hui, c'est pour partager avec vous en fait une expérience à propos des outils, celles qu'on a mis en place dans nos équipes, mais aussi celles qu'on utilise au quotidien, et surtout pour partager en fait ma conviction que ces outils doivent être un moyen de gagner en efficacité, de gagner en simplicité et en qualité de vie de travail, mais ne sont pas en fait une fin en soi et ne sont pas une fin en soi de résolution de problèmes. Alors, pour bien comprendre en fait le sens de mon propos et ce que je vais vous exposer, il faut d'abord que je vous explique un petit peu de contexte sur ce que c'est que le travail du développeur de recherche et développement. Donc, il y a une idée de produit ou de packaging, d'emballage qui émerge, et il y a des équipes projets qui sont construites. Dans ces équipes projets, il y a donc des gens de la R&D, du marketing, de la qualité, des opérations, etc., etc. Et leur mission ensemble, chacun avec sa fonction, va être de faire aboutir cette idée, sachant que l'aboutissement, c'est la mise en linéaire, la mise en rayon, et évidemment l'aboutissement ultime étant le succès commercial. Alors, la part de la R&D là-dedans, c'est de créer la formule et le process, c'est-à-dire la recette et la méthode de fabrication, à petite échelle dans son pilote. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, le process et la formulation. C'est comme quand vous êtes dans votre cuisine, vous faites une béchamel, vous utilisez du lait, de la farine, du beurre, ça c'est la partie recette, et vous utilisez une casserole, vous chauffez plus ou moins fort, plus ou moins longtemps, ça c'est la partie procédé de fabrication. Eh bien, si vous mettez plus ou moins de farine ou si vous chauffez plus ou moins longtemps, à la fin vous n'avez pas le même produit, et votre texture ne sera pas la même, ce ne sera pas le même goût, enfin bref. Donc ça, c'est leur travail. Mais là où s'arrête la comparaison, c'est qu'une fois qu'on a fait ça, on va en usine. On s'occupe de l'industrialisation et de l'implémentation de cette recette. Donc on va en usine et on s'assure que ce qu'on a développé en pilote, ce qu'on appelle chez nous un pilote, mais qui, bon, en gros, est une grande cuisine, eh bien, va ressortir exactement de la même façon, même goût, même texture, en sortie de ligne et tous les jours avec la même qualité. Et donc, les équipes de développement sont constituées d'ingénieurs, de techniciens, et qui ont la particularité de beaucoup se déplacer dans les usines, car ces usines, en fait, sont localisées là où il y a la collecte de lait. C'est aussi simple que ça. Donc ça veut dire beaucoup de déplacements. Et ça veut dire aussi une charge de travail importante, puisque comme ce sont des équipes qui sont en prise directe avec le business et avec les produits qu'on a en rayon, eh bien c'est une forme de pression, une forme c'est une charge de travail qui est importante. En même temps, la R&D, et ça c'est, je pense, très très lié au métier, ce sont des gens qui adorent leurs produits. Et il y a un lien affectif avec leurs produits, ce qu'ils développent. Il y a une vraie fierté et une vraie passion dans ce qu'ils font. Et la façon dont ils en parlent et la façon dont ils sont capables de rester sur une ligne qui ne marche pas parce qu'il y a un problème sur cette ligne et qui sont capables de rester des heures pour être sûrs que leur produit va sortir.
Et ça, c'est très ancré dans ce métier-là, en fait. Moi-même, un de mes premiers essais industriels, je me souviens encore, et pourtant c'était il y a très longtemps, de voir en fait ces produits sortir de la ligne et de dire ce qu'il y a dedans, ce qu'il y a dans le pot, c'est moi qui l'ai fait. Et ça, c'est une vraie réalité de ce métier. Alors, de quel outil dispose-t-on dans ce genre d'équipe? Voilà. La première, ce sont les outils qui sont liés au métier. Donc des outils de gestion de projet, tout simplement. On se parle de projet, mais comme dans n'importe quelle entreprise, il y a de la gestion de projet. Donc là, on se parle de planning, on se parle de cahier des charges, d'analyse de risque. Et ça, cet outil-là doit être commun à toutes les fonctions. Hein. Ce n'est pas que la R&D, c'est l'outil de gestion de l'entreprise. Évidemment, maintenant, on utilise des logiciels de gestion de projet. Alors, il a fallu faire toute la formation. Voilà. On parle donc de formulateurs et de gens experts en process. Et il a fallu les former à ces outils de gestion de projet sur des logiciels. Mais ça permet aussi de passer quand même d'un tableau Excel à quelque chose qui est un vrai outil de gestion de projet. Après, il y a différentes catégories de projets. C'est-à-dire qu'on a des projets assez simples, genre le nouveau parfum de tel produit, ou bien des projets où ça va contenir plusieurs pays. Hein, on va lancer un produit dans plusieurs pays en même temps, ou où on va lancer toute une nouvelle gamme complète en une seule fois. Donc là, on a différents types de projets et donc d'outils de gestion de projet. Et en R&D, on a aussi des outils de formulation. Hein, ça, c'est propre au métier de développement, mais en gros, on va saisir nos recettes, nos formules, ça va nous sortir les listes d'ingrédients, enfin voilà, des choses. Et il y a une deuxième catégorie en fait d'outils de gestion de projet. Ce sont les outils vraiment liés à la gestion de l'équipe, au management. Et donc là, on va retrouver des outils de pilotage de la charge des équipes. Hein, on va faire des prévisions. Vous avez besoin pour tel lancement de parfum, on a besoin de 2 essais industriels, donc on va compter tant de jours, etc. Donc on va anticiper la charge en fait, et on va faire des plans de charge tout simplement, et comme ça nous permet de piloter et de prioriser, de dire oui là on peut le prendre, il n'y a pas de problème, là non, là on peut pas le prendre, donc soit on en décale un autre. Hein, qui est moins important, soit on ne le fait pas. On a aussi des règles internes, enfin des outils très spécifiques donc à notre équipe, vu la charge de déplacement, hein, qui sont gestion des temps de repos. Et donc là, en fait, on a mis en place, alors là, c'est un tableur Excel, mais en gros, chaque personne, quand il rentre de déplacement, va saisir en fait les heures. Et ça nous permet en fait de piloter, de regarder, de vérifier qu'il a bien respecté ses temps de repos. Mais des règles internes, c'est aussi, voilà, quand on a un lancement compliqué, au lieu d'envoyer une personne, on en envoie 2, hein, pour être sûr qu'on gère bien les temps de repos. Alors c'est là que j'en arrive en fait à la particularité de l'intervention, c'est qu'en 2014, ça a été une date importante dans cette équipe, en tout cas particulière, puisque en fait, là, on a eu à subir une 3e réorganisation en 3 ans. Donc oui, ça fait beaucoup. Et la particularité de cette organisation, de cette nouvelle organisation, c'est qu'on passait d'un mode pays à un mode européen. Voilà. Donc on passait d'une équipe qui développait uniquement pour la France à une équipe qui maintenant devait développer pour l'Europe. En termes de métier, c'est la même chose. Hein, c'est pas juste pas les mêmes produits, mais en termes de métier, il n'y a pas plus de complexité. Métier pur. Alors, conformément à la politique du groupe, en fait, il y a eu une étude de faisabilité humaine qui a été menée pour définir en fait quels sont les risques et les opportunités de cette nouvelle organisation telles que perçues par les équipes elles-mêmes. D'accord ? Donc 3 points sont ressortis, la charge de travail, hein, le risque sur la charge de travail, et l'équilibre vie professionnelle, vie privée qui en découle. L'organisation du travail elle-même, donc la gestion des essais industriels, c'est pour ça que j'ai pris le temps de vous en parler, c'est parce que c'est un point très important pour cette équipe spécifiquement. Donc avec l'organisation du travail et la priorisation qui va avec. Et un autre point qui est ressorti, qui était effectivement un point positif, mais qui est ressorti de l'étude, c'est la solidarité qu'il y avait au sein de l'équipe et sur lequel il fallait être très vigilant pour ne pas la perdre.
Donc c'est à ce moment-là qu'on a fait appel à l'ANACT, que que vous connaissez, pour nous aider, que tout le monde connaît, mais que nous aussi maintenant on connaît, pour nous aider à améliorer le quotidien de l'équipe. Alors la démarche, je ne sais pas s'il faut que je l'explique, mais en gros, comment nous on a travaillé. On a travaillé sur des retours d'expérience sur des projets spécifiques, mais on a aussi fait une analyse des pratiques habituelles qu'on a dans l'équipe. Je vous parlais tout à l'heure du fait qu'on envoie 2 personnes sur un essai industriel parce que ça va permettre de gérer les temps de repos. Ah, ok, très bien. Ça, c'est quelque chose que nous, on s'est mis comme contrainte. Sauf que du coup, je double la charge de travail. C'est-à-dire que j'envoie 2 personnes. Et donc, la personne, elle va faire plus d'essais industriels. Donc, est-ce que c'est une bonne pratique? C'était la question de départ, hein, le postulat de départ. Ensuite, les équipes font leur analyse, proposent des recommandations aux sponsors, à la direction, qui décide de mettre en œuvre un plan d'action avec les moyens qui vont bien. Et ensuite, il y a une présentation au CHSCT. Et les conclusions, plus spécifiquement sur la partie outils, c'était que sur la gestion de projet, cet outil de gestion de projet qu'on a, elle doit être partagée et elle doit être à la hauteur de la nature du projet. C'est-à-dire que plus on monte en complexité, plus on en a besoin. Alors ça, c'est un des points que vous souleviez tout à l'heure. Mais là, en fait, souvenez-vous, cette organisation, elle arrive à une échelle européenne. Et donc, du coup, je vais avoir à gérer en fait des projets plus complexes. Ou pas, mais certains projets vont être plus complexes. Et donc là, je vais avoir besoin vraiment de m'appuyer sur des outils pour parler un langage commun et puis pour me faciliter la vie, en fait. Et en fonction de cette complexité, donc j'ai toujours mes petites extensions de parfum, mais j'ai aussi des vrais projets de complexité, il faut que j'ai la bonne compétence. C'est-à-dire qu'il faut que j'ai la bonne compétence de gestion de projet. Je ne mets pas un junior sur un produit que je dois lancer dans plusieurs pays. Je ne mets pas un marketeur sur un projet d'industrialisation. J'ai besoin de cette compétence. Et ça, c'est vraiment ressorti très fortement dans cette étude. Bon, évidemment, il y avait aussi un point qui revenait sur la nécessité de compréhension des décisions et sur la gouvernance. Ça, c'est aussi un point qui est très important. Une fois qu'on est en mode européen, certes, chaque pays avait l'habitude d'utiliser ses outils, avait ses façons de travailler. Eh bien, maintenant, on a besoin en fait d'harmoniser ces outils. Nous, on utilisait en France donc le fameux logiciel où on gère nos recettes, sauf que ce n'est pas la même chose qui est utilisé en Pologne. Donc, en fait, la Pologne me dit, tiens, je suis super intéressée par ce produit. Bah, pas de problème, tu vas dans l'outil. Ah bah ouais, mais moi, je ne l'ai pas. Donc, le temps passé, en fait, à partager et à donner, en fait, plus d'informations, etc., bah, en fait, c'est du temps perdu parce qu'on n'a pas le même outil, tout simplement. Ce serait tellement simple de lui dire, voilà le code, tu vas dans l'outil et c'est fini. Voilà, donc ça c'est sur la partie gestion de projet. Maintenant sur la partie outils mis en place dans l'équipe, spécifique à l'équipe en fait, bien, la réponse c'était que oui, il faut les garder. Oui à garder le pilotage des temps de repos et des déplacements. Et pourtant je peux vous dire que quand on a mis en place ce fichier, encore un outil à remplir. C'était ça le retour des cadres, mais sauf que quand il a fallu quand on s'est posé la question de savoir de l'utilité et de le garder, en fait, la réponse a été oui. Aujourd'hui, on a une réponse sur. On fait attention à tous ces sujets-là. Et oui, à la planification et à la priorisation des ressources. En gros, on avait les outils, il fallait simplement les améliorer et il fallait les adapter à cet environnement. Et il fallait même aller plus loin. C'est-à-dire que dans la gestion, la planification des ressources sur les projets, il y avait une partie des ressources qui n'étaient pas forcément prises en compte. Donc voilà. Donc en gros, il fallait aller plus loin dans l'utilisation de ces outils. Et donc, pourquoi en fait ils ont dit oui à l'utilisation de ces outils? Tout simplement parce que c'est pas l'outil en fait, hein, c'est le fait que c'est ce qu'ils ont permis de mettre en place, tout simplement. Quand je mets en place en fait un tableau qui me permet de vérifier mes temps de repos, c'est pas pour vérifier les temps de repos, c'est simplement on a mis en place pour dire en fait on part d'où, parce qu'on se dit qu'on a beaucoup de charges de travail, on se dit qu'on récupère pas assez, mais on part d'où en fait, on parle de quoi? Donc
mesurer les temps de repos, c'est pas une fin en soi, en fait. Ce qui est important et ce qui est clé, c'est les actions et les décisions qui ont pu en ressortir. C'est-à-dire que depuis qu'on fait ça, on n'a plus d'essais de nuit, enfin, hyper rare, sauf quand on a des problématiques. Évidemment, sur la ligne, c'est pas une science exacte. Donc, on n'a plus d'essais de nuit. On a très rarement des essais de week-end. Ça peut arriver parce qu'on est lié à l'ordonnancement de l'usine, mais c'est très rare. Et ça n'existait pas forcément avant. Et puis surtout, en fait, à chaque déplacement, à chaque départ en usine, le manager a une discussion avec la personne qui s'en va et s'assure, en fait, est-ce que tout est bien pris en compte pour gérer tes temps de repos? Est-ce que tu auras suffisamment de temps? Est-ce que tu as bien prévu ci? Est-ce que tu as bien prévu ça? Et si tu es un peu juste, attention, ne conduis pas, prends un taxi, etc. Conditions de sécurité. Donc, ce que je retiens en fait de cette expérience, comme je vous l'ai dit, l'outil n'est pas un moyen, mais est un moyen et pas une fin en soi. Il doit faciliter le travail et avoir un usage. Un outil peu ou mal utilisé n'apporte aucune solution au problème. J'ajouterais aussi un point important, que les meilleurs outils ne compenseront jamais le besoin d'avoir une vision et une gouvernance et des décisions claires. Ça ne compense pas, ça ne compense pas. Et que toujours être capable de se détacher de l'outil pour qu'on prête attention en fait à l'interaction, à la qualité de l'interaction avec la personne, avec le collaborateur, et garder toujours l'humain au centre. C'est-à-dire que l'outil, c'est bien, mais ce qui est important, ça ne doit jamais prendre le pas sur la qualité de la discussion. Je prépare un déplacement, j'ai cet échange. Et c'est pas juste à la fin, je mesure. Voilà. Merci beaucoup. C'est un micro qui résonne davantage. Merci beaucoup pour ce témoignage et cette expérience. On peut déjà prendre quelques questions dans la salle, si vous souhaitez avoir des compléments d'information ou mettre un sujet en discussion. Oui, alors, question de logistique. Merci. C'est organisé comme ça pour que vous ayez le temps de préparer vos questions, en fait. Pas du tout un tâtonnement, une mauvaise organisation, ne croyez pas ça. Alors ici, si vous voulez bien vous présenter. Oui, bonjour, Olivier Lapoire. Je travaille dans un cabinet d'expertise et je suis en train d'avoir une activité indépendante. Un élément, je pense, important dans l'outillage, on parle d'outillage, on parle de processus. J'ai un vécu syndical et je me souviendrai toute ma vie d'un témoignage d'une jeune RH, ancienne chef de projet, qui mettait en place une externalisation d'informatique et un processus, et qui disait au questionnement qu'on pouvait avoir sur je reviens sur les êtres humains qui mettent en place et qui sont les courroies, plus que les courroies, les gens qui vont faire fonctionner ce processus, il disait à toutes ces questions, le processus résoudra ça. Non, c'est les hommes et les femmes et les hommes qui vont résoudre tout ça. Justement, cet outillage, parce que il y a des éléments qui sont intéressants, et je ferai référence à un article dans, je ne sais pas si vous connaissez cette revue qui s'appelle theconversation.com, sur la médiation et le management des projets complexes. Donc, dans cet outillage, il y a les process, il y a les SAP et autres, mais il y a aussi des outillages qui sont de l'ordre des savoir-faire. Je pense, alors c'est un gros mot pour certains, mais moi je suis en voie de processus, je suis en certification de coaching. Le coaching, il y a des choses très intéressantes à faire. La médiation, il y a des choses très intéressantes à faire. Est-ce que dans vos travaux, vous intégrez ces formes d'outillage, qui sont les outillages d'un manager, qui sont les outillages aussi d'une équipe? Est-ce que ces outillages-là, qui sont la médiation, le coaching, je ne vais pas aller dans l'écho, etc., mais il y a déjà des choses qui existent, il y a des expériences qui sont faites, et pour accompagner, dans le cadre de cette certification, quelques managers intermédiaires qui se posent des questions sur leurs outils, sur leur rôle aussi,
pour des gens qui ont une fonction d'encadrement, mais qui ont aussi des fonctions techniques et qui des fois sont un petit peu entre enfin, qui ont à arbitrer entre ces deux rôles. Voilà, donc la question sur cet outillage, est-ce que vous allez travailler justement sur un outillage en termes de savoir-faire? Voilà, merci. Alors, est-ce qu'il y a une autre question qu'on pourrait prendre dans la foulée? Oui, tout au fond. Bonjour, Emmanuel Terrier de la Fédération Chimie Énergie. Je me pose deux questions en fait. La première, c'est quelle est votre définition de l'autonomie? Parce que pour l'instant, je ne l'aperçois pas. Et la deuxième découle de la première. C'est à partir du moment où vous nous expliquez que tout est mis sous contrôle pour limiter tous les risques, où se trouve la place de l'autonomie dans le travail humain de vos cadres? Merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Bonjour Dominique Félix. Plutôt une question pour vous, monsieur. Quand vous parliez d'outils de pilotage, de nombreux cadres se retrouvent en situation paradoxale avec l'obligation de remonter des chiffres qui correspondent aux attendus, alors qu'ils savent pertinemment que ça ne reflète pas la réalité des résultats. Donc d'aucuns appellent ça les ateliers de coloriage. Le verdissement des indicateurs. Voilà. Et donc, quelle est votre réflexion à ce propos? Une dernière question. Alors, allez-y. Posez déjà votre question. Maryse en dernier. Oui, allez-y. Pierre Comte, retraité, ancien, beaucoup de choses ici. C'est sur le dernier point, là, sur la relativisation de l'outil. En fait, c'est une question qui est beaucoup plus générale que pour les cadres. Différencier un outil de ce qui décide, enfin, quand on utilise un GPS, c'est pas le GPS qui doit décider la route, c'est le conducteur. Hein. Donc, il y a une question d'éducation globale, je pense, à la relativisation de l'outil et sa différenciation avec la décision. Maryse. Maryse Huette, économiste du travail, responsable associative. Je vais poser la question sur l'autonomie. Oui. On t'entend. Ben, On t'entend pas. ça va là? Plus fort. C'est trop? Il faut que je me rapproche? Comme Oui. ça, c'est mieux? Bon. Donc, oui, je vous ai posé la question sur l'hypothèse d'autonomie, parce que à travers diverses interventions, il y a l'hypothèse qu'il y a une autonomie croissante. Or, Martin Richer, qui est intervenu récemment dans un séminaire d'observatoire, affirme l'inverse, notamment par rapport à la France, c'est-à-dire que l'autonomie régresse. Et ce qui serait intéressant par rapport à vos interventions, c'est d'avoir peut-être des comparaisons européennes. C'est peut-être une dimension qui manque. Hein. Peut-être que Danone peut nous aider à avoir des comparaisons. Vous apportez quelques éléments de réponse? Alors, j'espère que je n'ai pas oublié de questions. Sur le savoir-être, pour commencer par là, oui, bien sûr, il y a un outillage. Aujourd'hui, on a des formations, on a des formations de base donc très techniques, hein, puisque nous avons des ingénieurs et des techniciens, donc ils ont un vrai métier. On l'a vu tout à l'heure aussi, effectivement, ils ont un diplôme assez large, plus ou moins large d'ailleurs, ça dépend. Mais bien sûr, en fait, en termes de gestion de projet, en termes d'interaction avec les autres, oui, ils reçoivent en fait des formations pour les aider en fait à accomplir ce travail-là. Donc oui, c'est un point très important. Et d'ailleurs, quand on fait une formation gestion de projet, ce sont des choses qui sont vues. C'est pas forcément là tu dois faire ci, là tu dois faire ça. C'est aussi dans la façon de le faire et faire en sorte que ça se passe bien et que ce soit effectivement dans l'efficacité, dans le résultat en fait
du projet au global, et puis que chacun finalement se sente outillé à la fois en technique et en comportement pour mener à bien cette mission, pour qu'il ait les moyens vraiment de le faire. Concernant l'autonomie, en tout cas chez Danone, enfin, je pense dans toutes les fonctions, mais je vais parler de celle que je connais le mieux, elle est très importante. Après, elle ne va pas forcément être sur la gestion de projet. C'est un outil qui existe, c'est un outil, c'est un vocabulaire commun, et en même temps qui permet, qui est un garde-fou, qui permet en fait de s'assurer que cette gestion de projet va être, va permettre, enfin, si tout le monde appliquait correctement la gestion de projet, on aurait des super projets et on aurait une croissance de folie. Alors, c'est pas la seule réponse, mais le point, c'est que l'autonomie, elle va être dans la créativité. Elle va être dans tout ce qu'ils vont pouvoir tester comme formule. Elle va être dans l'inventivité qu'ils vont pouvoir mettre dans la résolution de problèmes. Elle va pas être dans cette gestion de projet qui encore une fois, est surtout là pour apporter un langage commun et faciliter les choses. L'autonomie, oui, effectivement, elle n'est pas, pas à ce niveau-là. Et voilà. Et encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, c'est que tous les projets ne se ressemblent pas. Donc, il peut y avoir des petits projets et des très gros projets. Et plus on va aller dans la complexité du projet, et par gros projet, j'entends complexité, il va falloir en fait vraiment aller vers de la gestion de projet plus dure. Mais pour les petits projets, j'ai l'autonomie de dire, ben là, je ne vais pas avoir besoin d'appliquer l'artillerie complète en fait. On sait tous collectivement que, enfin voilà, on n'a pas forcément besoin de la totalité. Mais pour autant, il y a voilà, des étapes à suivre. Voilà. Et c'est ça qui est important, et c'est vraiment le langage commun, et c'est ce qui nous permet, nous, de piloter les projets. Donc l'autonomie, elle est à plein d'autres endroits, surtout chez Danone. Après, il va falloir m'aider sur les autres questions. Ou sinon, je vous passe la parole. Alors, moi, il me semble que votre témoignage, il éclaire le fait que un groupe comme le vôtre, hein, il y a des enjeux d'organisation industrielle qui, de toute façon, sont à tenir. Hein. Donc, une question que j'aurais aimé vous poser, c'est de savoir, en fait, quand vous dites on a demandé à l'ANACT, en fait, à quel niveau ça s'est joué, en fait, qui a pris la décision, qui a senti les choses comme ça? Alors en fait, donc c'était le directeur du département à ce moment-là, mais c'était suite en fait à l'enquête de faisabilité humaine, et donc enfin dans les discussions avec les instances, ce sont des choses qui ont été discutées. D'accord, mais donc c'est au niveau du périmètre de la recherche et développement, en fait. Ah oui, c'est ça? oui. Et ce qui est important en fait, c'est que dans cette démarche, à la fin, donc c'est l'appropriation par les équipes. Hein, c'est pas quelqu'un qui arrive et qui dit voilà la solution. C'est comment les équipes en fait travaillent sur leur propre cas et comment font eux-mêmes l'analyse a posteriori de certaines choses qui ont pu se passer sur certains projets notamment, ou bien de se dire sur nos habitudes de fonctionnement, et à la fin de dire bah, je vais faire des recommandations. Et ces recommandations sont valables effectivement pour ce périmètre-là. Or, quand on est dans une organisation européenne, effectivement, bah, c'est plus large. Et donc, c'est propre ensuite à la direction de dire, bah oui, c'est ça que je vais mettre en place, c'est là où je vais mettre les moyens, là c'est important, là il faut... voilà, ce sont des recommandations que l'équipe a fournies, mais c'est bien eux qui connaissent en fait le sujet, qui savent de quoi ils parlent, et donc qui savent de quoi ils ont besoin. Donc c'était ça en fait l'importance et la particularité de la démarche. Oui, donc on voit bien comment en fait dans un groupe qui, à partir du moment où il étend son échelle de gestion
des projets de la France au niveau européen, ben là, on a des contraintes supplémentaires à tenir et comment on arrive à introduire de l'autonomie et de l'outillage dans ce cadre déjà très contraint, en fait. Hein, c'est largement ce que ça illustre. Bien, merci. On va voir maintenant avec Frédéric Deschamps comment les choses se passent chez EDF. Bonjour à toutes et à tous. Pour préparer la table ronde, moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est de regarder les dispositifs, les démarches que l'on avait mises en place et qui apportaient de l'appui, des ressources, du soutien, des outils. Alors voilà, j'essaie d'utiliser d'autres mots parce que je ne suis pas super à l'aise avec le mot outil. La première chose que je voulais partager avec vous, c'est les démarches comme ça, les dispositifs qui s'adressent spécifiquement au cadre. Ces dernières années, j'en ai trouvé qu'un chez nous. C'est l'accord que l'on avait signé sur le temps de travail des cadres, donc signé notamment avec la CFDT, qui apportait deux choses, à la fois le forfait jour et à la fois la possibilité pour les cadres de travailler de manière occasionnelle, soit chez eux, soit sur un autre site de l'entreprise. Mais j'ai trouvé que ce dispositif-là. Et la première idée que je voulais partager avec vous, c'est très factuellement, je m'aperçois que quand on fait un peu le point sur les démarches et les dispositifs que l'on met en place ces dernières années, c'est que beaucoup s'adressent finalement à l'ensemble des salariés. Je vais vous donner deux exemples concrets. Aujourd'hui, le EDF et le groupe EDF est dans une transformation très importante de ses missions, de son activité. En deux mots, voilà, on est de plus en plus énergie renouvelable, on parle beaucoup plus de services énergétiques, on propose à la fois des infrastructures pour le véhicule électrique, à la fois des panneaux solaires, à la fois de la biomasse, enfin bref, il y a une grosse transformation et donc on a un besoin très important avec l'ensemble des collaborateurs de s'approprier notre futur, les évolutions de la stratégie, voilà, donc c'est un gros travail. J'allais dire, il y a quelques années, qu'est-ce qu'on aurait fait? On aurait fait une grand-messe et mis en une salle certaines personnes, 100% de cadres. Okay. Aujourd'hui, en 2018, on a lancé une démarche en janvier 2018 qui s'adresse à l'ensemble des collaborateurs du groupe, hein, d'ailleurs pas uniquement de DFSA. On organise à la fois des événements physiques d'une demi-journée avec des ateliers très collaboratifs où les gens dialoguent sur des thèmes qui sont au cœur de la stratégie de l'entreprise, quelles évolutions nos offres et des services, quelle place par rapport au territoire, quelles énergies on va produire demain. Et donc, c'est des ateliers collaboratifs, des dialogues qui sont organisés, co-animés par des gens de l'entreprise d'ailleurs aussi, et où les gens retrouvent de la liberté de parole, où les gens trouvent ça super parce qu'en fait, ils rencontrent des collaborateurs de l'ensemble du groupe, et donc ils sortent de leur petit silo. Pourquoi j'ai parlé de cet exemple-là? Donc, c'est un grand exercice, j'allais dire, à la fois d'appropriation de la stratégie de l'entreprise et puis de co-construction de son futur. Encore une fois, il y a quelques années, on l'aurait fait qu'avec un certain nombre de personnes 100% cadres. Aujourd'hui, on s'adresse à tout le monde. En complément de ça, voilà, une plateforme en ligne où chacun peut contribuer et donner ses idées. Voilà, ça fait partie, moi, je trouve, des changements actuels où on a de plus en plus de dispositifs qui s'adressent à tout le monde. Deuxième exemple concret, comme dans beaucoup d'organisations, on a beaucoup structuré les démarches favorisant l'innovation. J'allais dire, le sujet, c'est pas 4 paquets, c'est volontaire, pas volontaire, quoi. Au sens où c'est vraiment des démarches qui s'adressent à tout le monde. Et là, on a de l'outil, on a de la ressource, on a de l'appui, puisqu'on appuie et on soutient des personnes et des équipes projets qui veulent développer de manière efficace leur projet d'innovation. Voilà, là, on apporte de l'outillage, mais il s'adresse bien à tout le monde, quoi, potentiellement. Bon, ça, c'était mon premier point. Après, pour vous donner d'autres exemples de nouveaux appuis, de nouveaux soutiens que l'on met en place depuis quelques années, je voulais parler d'une démarche que l'on a mis en place dans le cadre d'un accord sur l'organisation du travail que l'on a signé il y a 2 ans maintenant, notamment avec la CFDT. Donc, il parle d'organisation du travail avec une idée de généraliser ce qu'on a appelé les projets collectifs de fonctionnement d'équipe, pour faire simple, des projets d'équipe. Comme ça a été un peu évoqué dans les premiers témoignages de départ, on s'aperçoit que, nous, c'est un peu notre constat, il y a vraiment un besoin et une soif finalement de se réapproprier son activité, notamment collectivement, et d'avoir des temps de travail vraiment structurés et sérieux sur comment on travaille ensemble. Souvent d'ailleurs dans les équipes, on est à peu près clair sur ce qu'on a à faire, les missions, les objectifs, mais moi c'est toujours un constat d'étonnement quand je découvre des équipes où finalement les temps de prise de recul sur comment on travaille ensemble, quels repères on se donne pour bien fonctionner, comment on fait évoluer nos modes de travail,
que ce soit sur la gestion du temps, que ce soit sur les modalités à mettre en place pour que le télétravail fonctionne bien, que ce soit sur le partage d'infos, enfin je pourrais citer plein d'exemples, hein, que ce soit comment on transfère les compétences, enfin, bref. Donc en fait ce qu'on a essayé de faire, c'est de généraliser cette démarche-là à l'ensemble des équipes. Et bien entendu, on a apporté du soutien, de la méthode, etc. etc. Ça a donné des résultats dans certaines entités vraiment très positifs, au sens où c'est une démarche vraiment très collaborative pour le coup, mais enfin vraiment collaborative. En termes de nouvelles ressources, nouveaux appuis, on a mis en place ce qu'on a appelé des facilitateurs. J'allais dire ça n'existait pas il y a quelques années, donc c'est pour ça que je vous en parle. L'histoire du travail collaboratif, on n'arrête pas d'en parler, c'est sûr, mais c'est aussi un savoir-faire. Enfin, voilà, animer du travail collaboratif, ça ne se décrète pas, voilà, c'est quand même une compétence. Alors, d'accord, on peut former les gens, ça, et je pense qu'effectivement, dans toutes les personnes qui seront demain, ce que j'appelle organisateurs du travail, c'est-à-dire à la fois, ça peut être des managers, ça peut être des chefs de projet, ça va être des gens qui s'occupent des processus, bref, tous les gens qui ont un rôle actif dans l'organisation du travail. Le fait de savoir animer du travail collaboratif, que ce soit animer un atelier collaboratif ou que ce soit, j'allais dire, animer une plateforme collaborative en ligne pour mener un projet, enfin, ça, c'est une compétence, voilà, et ça ne se décrète pas. En revanche, donc, dans le cadre de ces projets d'équipe, notamment dans le cadre de ces projets d'équipe, on a mis en place ce qu'on appelait les facilitateurs, donc des gens spécifiquement formés du coup, pour faire de la facilitation, c'est-à-dire animer des ateliers collaboratifs. Je vais dire compétence qui n'est pas nouvelle, hein. Le terme est nouveau, c'est facilitation, mais en fait c'était juste que c'est encore une démarche un peu, je dirais, de démocratisation, c'est-à-dire des compétences qui étaient usuellement, on va dire, maîtrisées par des formateurs, par des gens qui animaient de l'événementiel. Voilà, c'est une compétence dont on a besoin tous les jours, dès lors qu'on travaille ensemble et qu'on veut travailler ensemble de manière un peu plus efficace, voire parfois un peu plus créative. Donc voilà, donc dans pas mal d'entités d'EDF, on a des personnes donc spécifiquement formées à ça. Et par exemple, pour la mise en place pour l'animation des projets d'équipe, ça nous semble, dans les entités où ça a vraiment bien marché, on s'aperçoit que en fait, c'est pas forcément le manager qui animait les ateliers collaboratifs, mais c'était ces facilitateurs-là, ce qui était symboliquement important dans la mesure où le manager, c'est aussi un membre de l'équipe. Et dès lors que l'on parle de fonctionnement, dès lors que l'on parle de comment on travaille ensemble, je dirais le rôle hiérarchique, c'est très bien, mais la personne, elle est membre de l'équipe. Voilà. Et donc, du coup, c'était quand même très facilitant que l'animation, finalement, soit portée par un tiers, et en l'occurrence, un tiers de l'entreprise. Donc voilà, donc ce rôle des facilitateurs, alors, qui n'est pas uniquement utilisé pour les projets d'équipe, hein, qui peut être qui est parfois utilisé par des chefs de projet pour lancer des projets, ou pour voilà, travailler sur un peu de l'innovation, etc. Pour nous, c'est une ressource que l'on met en place depuis pas très longtemps avec une communauté des facilitateurs qui s'est créée au niveau du groupe. Et voilà, donc ça nous semble un point important. Je voulais aussi vous parler alors très pratico-pratique, de logistique. C'est un peu en lien, c'est que dans les évolutions du travail, on en a un peu parlé, mais il y a tout ce qui est numérique, développement des outils numériques, que ce soit pour des plateformes, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit des outils de gestion documentaire. Enfin bref, il y a beaucoup d'évolutions autour de ça. Et puis dans les fonctions tertiaires, on s'aperçoit que dès lors qu'on a un problème d'informatique, c'est compliqué pour travailler, quoi. Donc je reviens à des choses très pratico-pratiques, mais c'est quand même ça aussi la réalité du travail aujourd'hui. Plus ça se tertiarise, plus ça se digitalise, et plus finalement on est extrêmement dépendant de notre capacité ou non à maîtriser les outils, et quand il y a un bug ou il y a un dysfonctionnement, ou quand on ne sait pas faire, d'être aidé. On sort d'une période à EDF, comme dans beaucoup d'entreprises, où tout ça c'était sous processus, donc pas de souci. Vous aviez une assistance téléphonique qui était en France, qui n'était pas en Inde ni je ne sais où, mais qui était encore en France, avec des gens, en l'occurrence des prestataires, qui déjà vous passez 5 minutes à bien décoder votre demande, etc., parce qu'il faut tracer, hein, puisque comme ils sont prestataires. Donc. Bref, donc tout était sous processus, tout allait bien. Bon, en fait, on s'aperçoit que ça nous coûtait des millions d'euros, que les gens n'étaient pas très satisfaits. Et en fait, je voulais du coup illustrer avec vous une nouvelle ressource aussi qui est mise à disposition en termes d'appui informatique, qui est un peu plus humain, un peu plus de proximité.
Donc, dans les grands sites, ce qu'on essaye de développer, ce qu'on a appelé les espaces IT, mais peu importe le terme, c'est en fait juste des êtres humains qui sont là donc, sur le site de proximité et vous venez quand vous avez besoin. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de processus à suivre. Et donc, en fait, c'est intéressant parce que dans nos fonctions informatiques et télécom, qui sont des fonctions historiquement extrêmement processées, finalement, on s'est aperçu que le 100% process avait ses limites et que finalement, ça coûtait cher et que la satisfaction n'était pas forcément au rendez-vous. Donc, on n'a pas fait machine arrière, on n'est pas passé de 100% à 0%, mais on a un petit peu rééquilibré et on remet du coup des êtres humains de proximité. Pourquoi? Parce que des fois, c'est plus simple et beaucoup plus efficace, plus rapide, parce que finalement, j'ai une petite question, au lieu de passer déjà un quart d'heure au téléphone, dont le quart d'heure, dont 10 minutes pour essayer de caractériser ma demande pour que ça soit bien tracé pour le reporting, etc., des fois, ça dure juste 5 minutes, je vais voir la personne, et puis mon problème est réglé, quoi. Au-delà de ça, honnêtement, alors ça, c'est bien entendu pas pour les cadres, mais c'est pour tout le monde, mais je pense qu'en termes d'appui, la partie... Enfin, c'est quelque chose, notamment à EDF, je ne veux pas généraliser, je n'aurais pas cette prétention-là, mais je trouve que toute la partie un peu logistique, ça a toujours été un peu la cinquième roue du carrosse. Moi, je pense, dans mon expérience très concrète, c'est juste fondamental dans le quotidien. Il n'y a pas que le sens au travail, il n'y a pas que la qualité des relations, il n'y a pas que la clarté de ma mission, etc. Il y a aussi l'appui très, 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 très pratico-pratique, à la fois sur l'IT, à la fois sur, je dirais, toute la partie logistique qui est importante. Ce pas des fonctions qui étaient très, très valorisées. Et je vois, là, pas qu'à EDF, dans un certain nombre d'entreprises, notamment où on a une réflexion un peu poussée sur les espaces de travail, et bien que la qualité de l'appui logistique du quotidien, alors quand je dis logistique, c'est au sens global du terme, hein, j'inclus la partie informatique et télécom, et ben c'est de plus important, et je pense que ça fait partie des nouvelles ressources qui sont nécessaires et qui seront de plus en plus nécessaires dans le futur pour assurer un travail de qualité. Et puis peut-être un dernier point. Alors là, je fais référence aussi, alors pour moi, ça fait partie aussi des nouveaux appuis, des nouvelles ressources. Je vais faire référence à ce qu'on voit dans les espaces de coworking. Hein, donc les espaces de coworking, je dirais donc des mètres carrés, on va dire partagés, où tout le monde veut venir travailler. Bon, c'est pas nouveau, hein, ça s'appelait en France il y a 50 ans des business centers. Enfin, il n'y a rien de nouveau là-dedans. En revanche, ça n'a pas le même nom parce que c'est pas la même réalité. Le coworking, les espaces de coworking, c'est pas juste finalement des bureaux comme ça qui sont partagés et où vous pouvez venir travailler une demi-journée, une journée, etc. Il y a toute la partie animation de la communauté, justement, et avec aussi des nouveaux rôles. Alors, certains appellent ça, enfin après ça a différents noms, mais moi j'aime bien le terme un peu de connecteur, c'est-à-dire des gens qui, à la fois d'ailleurs, dans ces espaces-là, il y a à la fois l'appui logistique pour que le travail soit facile, et aussi la dimension, on essaye de créer du lien entre les deux. Alors pourquoi je parle de ça? Parce que dans les entreprises, et enfin du moins y compris à EDF, c'est des choses qui nous semblent assez importantes aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y a certes l'équipe, mais on a besoin aussi je dirais, de faire vivre la transversalité. Et ben ça, c'est aussi des nouveaux rôles. Et je pense que c'est aussi un appui pour tous les gens qui sont organisateurs du travail, pour tous les managers et donc aussi beaucoup de cadres. C'est qu'effectivement, les fonctions, je dirais, par filière métier, etc., c'est très bien, mais on a beaucoup de besoins de transversalité. Et moi, je trouve que, par exemple, sur un site de travail, des personnes qui contribuent à créer du lien social, concrètement sous la forme d'animation d'événements, etc., c'est quelque chose qui a vraiment de la valeur, parce que je pense qu'on sait assez clairement que, je dirais, l'informel dans la qualité du travail et dans la réussite collective, c'est juste très important. Donc ça, on l'a bien intégré, par exemple, quand on crée des nouveaux espaces de travail aujourd'hui. On accorde plein de mètres carrés, enfin on dédie plein de mètres carrés à des espaces pour se rencontrer. L'espace café, il est de qualité, il est clé. C'est pas juste pour faire joli, c'est juste parce qu'en fait, on veut optimiser la probabilité que les gens se rencontrent et qu'il y ait des échanges informels qui ont lieu, parce qu'on sait très bien que pour le fonctionnement de collectif, c'est important. Voilà. Et donc du coup, des gens qui justement qui font des connexions, qui animent la transversalité, qui animent un peu le site, moi je pense que ça fait partie des nouvelles ressources. Je dis ça parce que c'est pas présent partout.
Et ça me fait voilà, je pense que pour moi, c'est un point important aussi pour l'avenir. Voilà, donc c'était quelques illustrations, alors c'est juste des petits exemples concrets, dans les nouvelles ressources, les nouveaux appuis, à mon avis, qui sont mis à disposition, notamment des personnes qui, je ne sais pas s'il faut appeler cadre, moi, là où je suis assez à l'aise, c'est sûr, je trouve dans les entreprises, il y a quand même les gens qui organisent le travail et les gens qui participent. Ça, pour moi, c'est à peu près clair. Bon, cadre, moins cadre, ça, je le sens de moins en moins, j'allais dire. Mais c'est sûr qu'il y a vraiment des besoins d'appui spécifiques par rapport aux gens qui organisent le travail. Voilà. Merci. Merci. Vous voyez, deuxième témoignage où cette fois, on explore davantage, alors effectivement de manière pointilleuse, quelques illustrations, mais où on voit davantage le basculement sur ces nouvelles logiques de travail et où le message important, il me semble, c'était ce que vous disiez, le fait que tout ça est outillé, mais dans le fond, on outille la plupart des participants et pour l'instant, l'outillage spécifique du cadre n'est pas forcément une question qui a été énoncée de cette manière-là dans les organisations auxquelles vous participez. Juste un petit complément. En fait, ce qui m'a beaucoup frappé, moi, donc j'ai beaucoup travaillé sur des dispositifs de déploiement, de démarches, voire d'outils, y compris des choses qui sont pas très compliquées. Alors, quand ça, soit l'outil informatique sur des outils de gestion de projet ou type SharePoint, des choses comme ça, soit des outils, je vais appeler le télétravail un outil. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué, c'est de voir la manière, quand on regarde après concrètement dans les équipes sur le terrain comment c'est pris, en fait, il y a un décalage très important par rapport à ce qu'on a pensé et ce qui se passe. Et du coup, juste pour refaire un point sur le fait d'avoir des espaces-temps où justement on prend le temps de se réapproprier comment on travaille ensemble, avec quoi on bosse, avec quels outils. Et ça, c'est assez important. Nous, on l'a vu pour le télétravail. Enfin, honnêtement, c'est très très simple le télétravail. Ce qui a vraiment de la valeur, c'est quand il y a ce dialogue qui se crée sur quel repère de fonctionnement on se donne pour que collectivement ça fonctionne. Ça, pour moi, c'est un prix inestimable, quoi. Il nous reste très peu de temps, mais si voilà, on peut prendre une très courte question. Si je peux vous demander de les formuler de manière très ramassée. Excusez-moi, Annie Chamla l'a fait, retraitée de la fonction publique. Ça n'est pas une question, c'est une remarque. Dans la dernière intervention, ce qui me frappe le plus, et vous permettrez à mon grand âge de faire cette remarque, j'ai trouvé ça assez drôle et tellement... ça me détend de me rendre compte que ce que vous racontez, ce que vous nommez nouvelle manière de travailler, c'est un retour un peu en arrière à la manière assez spontanée ou en tout cas moins organisée, moins outillée qu'on avait il y a une vingtaine, une trentaine d'années, d'avoir des informaticiens qui aidaient les gens sur place avant qu'on ait mis en place des plateformes en France ou ailleurs, d'avoir des pauses café dont on savait à quel point elles étaient importantes pour le travail parce que le travail informel n'avait pas encore été remis en cause par des processus. Il y a d'autres choses que vous avez dites qui m'ont frappé dans le même genre d'idée, le fait que les réunions ne soient pas animées par le manager, c'est ce qu'on faisait à peu près la circulaire Rocard dans les projets de service pour donner effectivement la capacité aux collaborateurs, qu'on n'appelait pas encore comme ça, de s'approprier les évolutions, les dynamiques. Donc ça me fait extrêmement plaisir de me rendre compte qu'après les processus, après la formalisation sans doute extrême, la part de l'humain revient, qu'elle est reconnue, et je pense que ça fait plaisir à tout le monde dans cette salle de le constater. Sauf qu'il n'y a plus que la machine à café, maintenant il y a les bonbons, il y a tout un tas de cochonneries en fait venues des startups. À Bercy, il y a un piano dans le hall. Ouais, d'accord. Alors oui, bon, bonjour Thierry, syndicat livre édition de la CFDT. Je vous remercie pour vos réflexions et vos interventions. Je voulais revenir très brièvement sur cette idée du facilitateur. Vous avez développé un peu. Je vais oser peut-être une formulation différente, c'est-à-dire, en fait, grosso modo, je me pose la question, facilitateur de quoi? Là, vous n'avez pas été très précis. Il va faciliter quoi, le facilitateur? Et moi, l'hypothèse que j'ose, c'est peut-être simplement la parole. Il va faciliter la parole et l'écoute, parce que c'est l'enjeu premier dans la relation, c'est de dire le travail,
Et d'ailleurs, les témoignages en ouverture du colloque sur les portraits que font les cadres qu'on parlait, ils n'ont rien fait d'autre que parler, que de dire. Et donc, moi, j'ose cette hypothèse du facilitateur en entreprise, quel que soit son niveau, au niveau de l'organisation, de sa fonction première, il est là pour faciliter la parole et l'écoute mutuelle. C'est bien, ce sont des remarques plus que des questions, donc c'est parfait, il n'y a pas à répondre. Alors, je vous donne une petite minute pour... Bon, toute dernière. Hein. Non, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit, on n'a pas le droit. Alors, allez-y. Du coup, juste sur l'histoire de la facilitateur, je pense qu'effectivement, vous avez tout à fait raison. Il y a faciliter la parole. Je dis ça parce que, classiquement, et ça c'est vraiment, je dirais presque une tarte à la crème, hein, dans les réunions, souvent on était sur les gens qui... C'était un peu toujours les mêmes qui parlaient, donc il y a un vrai enjeu de faire participer chacune et chacun. Je pense que c'est le premier point, c'est une évidence, mais c'est pas important de le dire. Et puis le deuxième point quand même, c'est que voilà, il y a une production collective à faire, il faut aboutir, et je pense que c'est aussi là où on a besoin parfois d'appui, c'est d'accompagner le groupe pour que ils produisent et ils se mettent d'accord sur les prochaines étapes, sur les actions concrètes, que ça ne soit pas juste des réflexions, puisqu'on est quand même là pour faire avancer le sujet, quoi. Voilà. Très bien, merci. Moi, je pense qu'une question reste quand même soulevée, qui est comment est-ce qu'on va accompagner les cadres et les outiller pour être capables de faire ce genre de choses qui ont le droit de laisser désemparer certains managers. Mais du coup, c'est très bien pour l'Observatoire des cadres qui aura des travaux à mener à l'avenir. Voilà, on s'interrompt ici pour la présente table ronde et je vous remercie de nouveau. Et désormais, vous avez le droit à une pause jusqu'à 17h. À 17h, il faut à tout prix être là.